Alors que l'adorable amante de 17 ans de Rodolphe, Mary Vetsera, y consentit par amour irrésistible, les historiens suggèrent une raison bien plus troublante pour l'acte désespéré de Rodolphe. Restez avec nous pour en savoir plus à ce sujet plus tard. La naissance de Rodolphe, le 21 août 1858, fut un événement longuement attendu et chargé de tensions. Sa mère, l'impétueuse impératrice Élisabeth d'Autriche, n'avait eu que des filles avant lui, et son père, l'empereur François-Joseph, était impatient d'avoir un garçon qui pourrait devenir leur héritier. Enchanté de découvrir qu'il avait enfin un fils, François-Joseph célébra en ordonnant un salut de 101 coups de canon à Vienne. Mais son enthousiasme s'estompa rapidement. François-Joseph pouvait se montrer incroyablement cruel envers son fils lorsqu'il le voulait. Un jour, alors que Rodolphe parlait d'un sujet qui le passionnait, la réponse de son père fut d'une cruauté absolue. Au lieu de l'écouter, l'empereur se contenta de lancer « Rodolphe radote encore » pour faire taire le garçon en sa présence. Waouh! On se demande pourquoi Rodolphe a si mal tourné. Le prince héritier Rodolphe n'était que moyen en apparence, avec des cheveux châtains et une barbe fournie. Mais bon, quand on est le prince héritier de l'Autriche, peu importe si l'on est séduisant ou non. Selon un conseiller, les femmes considéraient coucher avec Rodolphe comme un devoir patriotique, un avantage dont il abusait de manière troublante. Ceux qui connaissaient le prince Rodolphe à l'âge adulte remarquaient son attitude désinvolte, envers même les plus belles femmes. Il ne les voyait généralement que comme des épouses, des mères ou des maîtresses, et ce serait un jour plein. Les femmes m'ennuient quand elles ne rient pas ou ne chantent pas. D'ailleurs, servent-elles à autre chose? Allez, mesdames, à vous de jouer. Grandir en tant que prince héritier n'est pas aussi idyllique qu'on pourrait le croire. Non seulement la mère de Rodolphe, Élisabeth, était l'une des monarques les plus aimées de son époque, mais elle était aussi autoritaire, opiniâtre et absente pendant une grande partie de ses années de formation. Cependant, son père, l'empereur François-Joseph, était encore pire. François voulait un héritier viril et fut profondément déçu de trouver son fils émotionnellement vulnérable. Mais ce n'était que le début du cauchemar. Pour inculquer la virilité à son fils, François-Joseph engagea un major général pour superviser l'éducation du garçon. Les scènes de cette période de la vie de Rodolphe ressemblent à quelque chose tout droit sorti d'un film d'horreur. Le major général réveillait Rodolphe avec des coups de pistolet en pleine nuit et le forçait à s'entraîner dans des conditions météorologiques extrêmes, jusqu'à ce que tout cela atteigne un point culminant dramatique. Lorsque la mère de Rodolphe, Élisabeth, revint d'un long séjour à l'étranger, elle fut témoin d'une scène glaçante. Son fils unique était dans un état lamentable, au bord de la folie. Immédiatement, l'intrépide Élisabeth exigea que son mari mette fin à cet entraînement. Heureusement pour Rodolphe, son père céda, mais le mal était fait. Cet effondrement mental pourrait expliquer les actions infâmes de Rodolphe dans ces dernières années. Une fois que le prince héritier Rodolphe eut surmonté cette période digne de Full Metal Jacket de l'ère victorienne, il s'avéra qu'il avait un esprit incroyablement vif et une curiosité insatiable. Il espérait même aller à l'université un jour. Bien que son père ait mis fin à ce projet, estimant que les études étaient indignes de son rang, ses parents devinrent encore plus contrôlants. Lorsque le prince héritier atteignit la vingtaine, ses parents commencèrent à chercher une épouse convenable pour qu'il se marie. Malheureusement pour Rodolphe, convenable ne signifiait pas émotionnellement compatible. Cela signifiait politiquement avantageux. Ainsi, lorsqu'ils jetèrent leur dévolu sur la princesse Stéphanie de Belgique, simplement parce qu'elle était riche et bien connectée, il n'est peut-être pas surprenant que cela se soit terminé de manière catastrophique. Rodolphe choisit Stéphanie parmi quelques autres options, mais ils se marièrent principalement parce que le choix de princesse catholique était limité
et que ses parents le pressèrent de s'installer. Puis, lorsque Stéphanie arriva au palais, les choses allèrent de mal en pis. Après avoir proposé à Stéphanie, Rodolphe organisa son voyage à Vienne pour la cérémonie de mariage en 1880. Mais à son arrivée, le secret embarrassant de la princesse fut révélé. Elle n'avait pas encore atteint la puberté et ignorait totalement ce qui était requis d'elle dans les chambres royales. La pauvre fille, mortifiée, dut rentrer en Belgique pour grandir et recevoir, disons, une éducation. La princesse Stéphanie de Belgique dut sérieusement se mettre à l'étude, car Rodolphe finit par l'épouser à Vienne le 10 mai 1881, lors d'une cérémonie fastueuse. À l'époque où Rodolphe rencontra Stéphanie pour la première fois, elle n'avait que 15 ans, et le jour du mariage, elle allait tout juste avoir 17 ans, tandis que Rodolphe approchait des 23 ans. Si Rodolphe n'était pas particulièrement épris de sa nouvelle épouse, sa famille dysfonctionnelle fut encore plus horrible envers elle. Stéphanie était d'une taille maladroite et n'était pas d'une grande beauté. Ce qui amena l'impératrice Élisabeth, elle-même considérée comme l'une des femmes les plus attirantes d'Europe, à railler que sa nouvelle belle-fille était une paysanne disgracieuse. Mais ce n'était que la première salve dans cette querelle. Élisabeth avait une raison encore plus troublante de désapprouver l'épouse de son fils. L'impératrice estimait que son sang n'était pas assez noble pour la famille. À l'époque, la monarchie belge n'avait que quelques décennies d'existence, ce qui était apparemment méprisable. La belle-mère monstre ignora et évita ostensiblement Stéphanie tout au long de leur mariage, et Rodolphe était heureux de la laisser faire. Bien que Rodolphe ait toujours eu une relation tendue avec ses deux parents, il ressemblait étrangement à sa mère à bien des égards. Tous deux étaient des individus sensibles qui ne s'épanouissaient pas à la cour autrichienne. En fait, Élisabeth fut absente une grande partie de la vie de Rodolphe parce qu'elle fuyait elle-même VMX-rien. Malheureusement, ils eurent peu de temps pour vraiment se connaître. Stéphanie et Rodolphe étaient fondamentalement incompatibles à plus d'un titre. Non seulement sa belle-mère la détestait, mais Stéphanie était conservatrice, catholique, réservée et même hautaine. Pendant ce temps, Rodolphe était idéaliste, libéral, et n'avait pas peur de s'adonner à 1 ou 3 actes immoraux, mais nous y reviendrons plus tard. On ne peut pas dire que Rodolphe et Stéphanie ignorèrent leurs devoirs. Pendant les premières années de leur mariage, les jeunes royaux trouvèrent un terrain d'entente en essayant de produire un héritier pour le royaume. En 1883, Stéphanie donna naissance à la petite Élisabeth Marie, la minuscule archiduchesse d'Autriche. Ce serait leur seul enfant ensemble, ce qui montre à quelle vitesse les choses se détériorèrent entre eux. Presque dès la naissance d'Élisabeth Marie, les choses commencèrent à se déliter pour le couple royal. Alors que Stéphanie se délectait des formalités de la cour et restait proche de la maison, Rodolphe désertait complètement leur lit conjugal. Au lieu de cela, le prince non conventionnel s'échappait pour rendre visite aux gens simples en ville et fréquentait les tavernes tard dans la nuit. Là-bas, il se livrait à des comportements très répréhensibles. Le prince Rodolphe ne se contentait pas de boire des pintes avec ses amis de beuverie lorsqu'il visitait les tavernes viennoises à toute heure de la nuit. Selon de nombreux rapports, il fréquentait également des travailleuses de la nuit, cherchant en elles la passion et la transgression que la conservatrice princesse Stéphanie n'avait pas. Comme nous le verrons, cela eut des conséquences dévastatrices. L'une des maîtresses les plus fréquentes de Rodolphe lors de ses virées nocturnes était la plantureuse et belle Missy Casper, une actrice aux cheveux noirs, à l'esprit vif et débrouillarde. Le prince héritier couvrait Casper de cadeaux, y compris un présent de 60 000 $ pour maintenir Missy dans le confort auquel elle était habituée. Beaucoup pensent qu'à peine que Casper était l'amour de sa vie. Selon les historiens, Rodolphe gardait un souvenir troublant de ses conquêtes. Il tenait un registre où il inscrivait le nom de chaque femme avec laquelle il avait couché,
Et ce n'était pas tout. Il le codait par couleur. Le noir indiquait simplement que la liaison avait eu lieu. Le rouge signifiait que la fille était vierge. Aïe! Des horaires et des passe-temps incompatibles étaient loin d'être la seule chose qui séparait Rodolphe et la princesse Stéphanie. Pour avoir une idée de l'état désastreux de leur mariage royal, considérez ce geste absolument cruel. Lorsque le prince se rendit pour la première fois en Belgique pour rencontrer sa fiancée, il aurait emmené l'une de ses maîtresses avec lui. Un excellent départ. Au milieu des années 1880, les manières de coureur de jupons de Rodolphe eurent un retour de bâton brutal. Il contracta la gonorrhée ou la syphilis auprès de l'une de ses amantes et la transmit ensuite à sa propre épouse, Stéphanie. Mais ce n'était même pas le pire. Ni Rodolphe ni Stéphanie ne reçurent de traitement approprié et tragiquement, Stéphanie devint stérile à cause de la maladie. Ce fut le début de la fin. En 1886, le bonheur conjugal toujours précaire de Rodolphe et Stéphanie s'effondra complètement, ce qui est inévitable lorsque vous transmettez une vilaine infection à votre femme à cause de l'une de vos maîtresses. Étonnamment, pour des catholiques de l'époque, le couple royal discuta même de divorce, bien que cela n'aboutit jamais. Au lieu de cela, Stéphanie se rapprocha d'un comte polonais, tandis que Rodolphe rencontra la femme qui scellerait son sombre destin. Pour des raisons qui deviendront très claires, la maîtresse de Rodolphe, la baronne Mary Vetsera, est entrée dans l'infamie. Mais lorsqu'ils se rencontrèrent, elle n'était peut-être qu'une jeune fille impressionnable de 15 ans. Les récits varient, mais certains disent que le couple se fréquentait en secret pendant 3 mois à 3 ans, juste sous le nez de Stéphanie. Rodolphe était toujours un garçon très mélancolique, et il souffrait fréquemment d'anxiété et de dépression. Comme l'un de ses biographes l'a dit, c'était un jeune homme poétique, qui ruminait beaucoup. Certains historiens pensent que cette dépression était héréditaire, peut-être en raison de la consanguinité étroite de sa famille au fil des siècles au pouvoir. Quoi qu'il en soit, cette attitude mélancolique le poussa bientôt à des actes désespérés. Très peu de gens comprenaient pourquoi Mary Vetsera et Rodolphe tombèrent dans les bras l'un de l'autre. Rodolphe était connu pour préférer les femmes plus intellectuelles que la vive et coquette Mary. Mais il partageait apparemment un tempérament mystique. La jeune baronne était entièrement focalisée sur lui, refusant de considérer d'autres hommes. Pourtant, Rodolphe était encore plus obsédé par elle. Rodolphe fut épris de Mary dès le début, et les récits contemporains expliquent clairement pourquoi. Même adolescente, Vetsera était un véritable aimant à homme. Une dame de la cour décrivit ses yeux noirs profonds, son profil de camée, sa gorge de déesse et sa grâce sensuelle captivante. Mais malgré toute la beauté de Mary, sa liaison avec Rodolphe était totalement vouée à l'échec. Bien que Rodolphe fût plus d'une décennie plus âgé que l'adolescente Vetsera, elle avait quelque chose à gagner dans cette relation. La mère de Vetsera était extrêmement autoritaire et voulait que sa fille épouse un homme riche. Beaucoup disent que Mary jeta donc son dévolu sur le prince héritier, croyant naïvement qu'elle pourrait briser son mariage et devenir impératrice un jour. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Début 1889, Rodolphe commença à souffrir de sa pire période de dépression. Après tout, en transmettant la gonorrhée ou la syphilis à sa femme désormais stérile, il l'avait empêché de donner naissance à d'autres précieux héritiers. Poussé à nouveau au bord de la folie, Rodolphe prit une décision désespérée, qui conduisit à l'un des actes les plus infâmes du siècle. Fin janvier 1889, Rodolphe et sa maîtresse Mary se rendirent au pavillon de chasse de Mayerling pour une journée de tir le 30. Mais lorsque le valet de Rodolphe vint le réveiller ce jour-là, il trouva la porte verrouillée et la chambre intérieure étrangement silencieuse. Sachant que quelque chose n'allait pas, l'homme dut défoncer la porte pour l'ouvrir. Ce qu'il vit lui glaça le sang. Dans la pièce, Rodolphe était affalé sur le lit, inerte
et sans réaction. À côté de lui se trouvait le corps froid de son adolescente maîtresse Mary. Ils étaient à tous deux morts, et l'étaient depuis un certain temps. À cet instant, maintenant appelé l'incident de Meyerling, le monde changea, et les mystères des derniers moments de Rodolphe étaient au centre de l'attention. La réaction à la fin tragique de Rodolphe fut rapide, brutale et pleine de désinformation. Après avoir vu la scène, son valet crut que Vetsera avait empoisonné son amant par vengeance avant de se donner la mort. C'était en réalité pire que cela. Au milieu du scandale, le gouvernement fit de grands efforts pour cacher la vérité. Ils prétendirent que Rodolphe était mort d'un anévrisme du cœur, mais ce qu'ils firent à la pauvre Mary était encore plus honteux. Ne voulant pas admettre que Rodolphe était avec son adolescente maîtresse au moment de sa fin notoire, l'empereur et l'impératrice firent discrètement disparaître le corps de Vetsera du pavillon de Meyerling au milieu de la nuit. Ils l'enterrèrent ensuite, sans même effectuer d'autopsie, et refusèrent de laisser sa propre mère assister aux funérailles. En raison des protocoles rigides de la cour autrichienne à l'époque, les aides insistèrent pour que l'impératrice Élisabeth soit la seule à pouvoir informer François-Joseph de la fin choquante du prince héritier. Cette nuit-là, c'est exact. Les messagers durent d'abord l'annoncer à elle, puis forcer la mère tremblante et sanglotante à dire à son mari que leur fils unique et héritier était parti. L'empereur François-Joseph et l'impératrice Élisabeth étaient désespérés de faire enterrer leur fils dans la crypte impériale. Mais l'Église refusa en raison de la nature pécamineuse de sa fin. Au lieu de cela, le couple royal réussit à le faire inhumer dans l'église des Capucins, avec une dispense spéciale pour déséquilibre mental. Peu après, la sombre vérité éclata. Après avoir appris l'acte désespéré de Rodolphe, l'impératrice Élisabeth ne porta plus que du noir pour le reste de sa vie. Elle vécut dans un deuil permanent pour son fils. L'explication du gouvernement autrichien concernant le problème cardiaque de Rodolphe ne tint pas longtemps. Non seulement les journalistes découvrirent la présence de la maîtresse de Rodolphe, mais les médecins trouvèrent un indice bien plus accablant. Il y avait une balle dans le prince héritier. Maintenant, les gens commençaient à dire que Rodolphe avait abattu sa maîtresse terrifiée avant de se donner la mort. C'est proche de la véritable histoire, mais il manque un détail effroyable. En 1959, un jeune médecin examina enfin les restes de Mary Vetsera pour essayer de déterminer ce qui s'était vraiment passé. Lorsqu'il le fit, il ne trouva aucune blessure de sortie dans son corps. En fait, il n'y avait qu'une seule balle au pavillon de chasse de Meyerling ce jour-là, et elle était dans Rodolphe. En bref, le prince héritier n'aurait pas pu tirer sur sa maîtresse. Mais alors, que s'était-il passé? Il fallut attendre 2015 pour que la tragique vérité éclate entièrement. Plus d'un siècle après ce jour fatidique, des chercheurs trouvèrent des lettres longtemps perdues de Mary Vetsera à sa famille. Elles avaient été enfouies dans un coffre-fort depuis 1926. Ces lettres révélèrent sans équivoque que Rodolphe et Mary étaient amoureux jusqu'à la fin, et leur contenu est déchirant. Mary et son prince étaient si amoureux, en fait, qu'ils voulaient mourir l'un pour l'autre. Aucun des deux n'attaqua l'autre. Ils le firent ensemble. « Chère mère », écrit Vetsera dans une lettre juste avant sa fin, « pardonnez-moi pour ce que j'ai fait. Je n'ai pas pu résister à l'amour. Je suis plus heureuse dans la mort que dans la vie. » Dans ce sombre pacte, Mary prit volontairement du poison. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Au fil des ans, beaucoup se sont demandé pourquoi Mary et Rodolphe furent poussés à une telle folie. Une théorie est particulièrement glaçante. Le médecin qui examina les restes de Mary croyait qu'elle était enceinte, avait subi un avortement raté et avait fini par succomber à une hémorragie. Après avoir vu sa maîtresse sans vie, un Rodolphe en deuil se serait alors donné la mort.
Cependant, les preuves pointent vers un tournant encore plus troublant. Et comme nous le verrons, tout remonte à Missy Casper. Rodolphe était extrêmement proche de sa sœur aînée, Gisela. Bien que Gisela ait eu davantage de la nature sensée et pragmatique de leur père, et moins du tempérament émotionnel de Rodolphe, les deux se confiaient l'un à l'autre et correspondaient beaucoup à l'âge adulte. Même lorsque Rodolphe assuma davantage de devoirs monarchiques, Gisela fut dévastée d'apprendre sa fin. La fille de Rodolphe, Élisabeth Marie, surnommée Erzy, suivit les traces non conventionnelles de son père. En grandissant, elle devint une socialiste ardente et même membre du Parti social-démocrate autrichien. Un choix inhabituel pour beaucoup, mais surtout pour une noble à l'époque. Cela lui valut le surnom d'archiduchesse rouge. Rodolphe et sa mère, Élisabeth, partageaient une autre chose en commun. Ils avaient tous deux des convictions profondément progressistes, surtout pour des monarques absolus de leur temps. Cela n'a probablement pas nui que l'empereur François-Joseph, un homme qu'ils méprisaient tous deux discrètement, était résolument conservateur. On dit qu'on se lie plus intensément sur ce qu'on déteste que sur ce qu'on aime. Le sombre destin de Rodolphe et Mary eut des conséquences bien au-delà de leur famille. Il eut aussi des répercussions sur l'histoire elle-même. D'abord, il déstabilisa complètement le pays et causa des tensions croissantes. Cependant, avec la disparition de Rodolphe, la couronne autrichienne dut s'empresser de trouver l'héritier mâle requis pour la succession royale. En conséquence, la couronne passa au frère de François-Joseph, puis à son fils aîné, l'archiduc François-Ferdinand. C'est exact, Rodolphe ouvrit la voie à l'homme dont l'assassinat déclencha la Première Guerre mondiale. En ce sens, la fin de Rodolphe ne fut pas seulement une tragédie personnelle d'un homme épris d'amour, mais la fin du monde tel que les Victoriens le connaissaient. Beaucoup de récits suggèrent que Rodolphe était si déprimé avant l'incident de Mayerling qu'il cherchait n'importe qui pour conclure le pacte, juste pour ne pas mourir seul. En fait, la plupart des historiens pensent qu'il demanda d'abord à l'amour de sa vie, Missy Casper, de l'accompagner dans la mort. Lorsqu'elle refusa, pensant que c'était une plaisanterie, Rodolphe se tourna vers Mary. Oui, malheureusement, l'adorable adolescente Vetsera n'était que le plan de secours de Rodolphe. Ce prince savait vraiment comment s'y prendre. Le propre petit-fils de Rodolphe affirma que le prince héritier avait plus de 30 enfants illégitimes à la fin de sa courte vie. Après la mort de son fils à Mayerling, l'empereur transforma le pavillon de chasse en un couvent pour les religieuses carmélites. L'une des seules conditions de François-Joseph pour le nouveau bâtiment était que les religieuses s'engagent à prier quotidiennement pour l'âme de Rodolphe. Merci d'avoir regardé History Exposé. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, aimez et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. N'oubliez pas de visiter notre page principale, Factinate, pour plus de faits incroyables sur tout.